Bonjour et merci d'être avec nous pour cette 12e table La Quotidienne à Vis-Sabre. J'ai, pour parler de l'actualité de ce mois-ci, autour de moi des personnalités éminentes que vous commencez à bien connaître, ou que vous connaissez de toute façon depuis longtemps. À ma droite, mais à votre gauche, Elion de Villeneuve, le directeur général d'Austral Lagon. À côté de lui, Jean-Pierre Sauvage, le président du bar. En face de Jean-Pierre Sauvage, nous avons l'éminent Didier Munin, PDG de Bois-Loris Voyage, et à ma gauche, mais à votre droite, j'insiste, Richard Venopoulos, pour une fois je ne me suis pas trompé, le président de Tourcoing. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes au courant que, pour l'avoir lu partout dans la presse, que les pays arabes, paradoxalement, font un succès assez incroyable, paraît-il, avec l'exception, cependant, d'Oman. On va voir tout de suite pourquoi et qu'est-ce qui se passe en demandant à Elion, qui est un Théo, ce qu'il en pense. Bon, alors, les pays arabes n'ont pas un grand succès actuellement, les pays musulmans. En effet, Dubaï et Abu Dhabi sont les seules destinations, je dirais, arabo-musulmanes qui ont aujourd'hui un vrai développement qui persiste. Il y a à peu près 220 000 Français qui vont dans les hôtels, je ne parle que des hôtels aujourd'hui à Dubaï. L'année dernière, la croissance de Dubaï a été de 7,5%. Sur le premier trimestre, ils ont encore engrangé une croissance de 9%. On voit un pays, j'ai tendance à dire une ville-pays, qui est Dubaï, qui en effet s'en sort très très bien malgré les conflits. Alors ça tient à plusieurs raisons. Déjà, ils ont tout misé sur l'architecture et le tourisme de luxe. C'est quelque chose de très important. Des marchés très porteurs. Le pétrole est une activité plus marginale, à la différence de son voisin d'Abu Dhabi. Il y a un aspect sécuritaire très important. Il faut le savoir, à Dubaï, il y a des caméras partout. 95% de la population est une population qui n'est pas des Dubaïotes, ce ne sont pas des Émiratis qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, vous allez à Dubaï, en plein ramadan l'été, les Dubaïotes laissent leur voiture avec les clés dessus. Ce qui vous montre quand même l'aspect sécuritaire. Ils ont beau avoir des plus belles voitures de luxe, ils vous laisseront les clés dessus. Aussi parce qu'ils veulent faire marcher la clim. C'est vrai. Il n'y a jamais eu d'attentat dans ces pays-là. En effet, il y a quand même une grosse apport de main-d'œuvre qui arrive de l'étranger. Maintenant, à Dubaï, le moindre problème avec un immigré, il est expulsé. Il faut quand même le savoir. On ne peut pas... et il y a des caméras partout. Donc vous êtes très vite rattrapé, j'ai tendance à dire, par la patrouille sur cette zone. Le tourisme de luxe, également à Dubaï, attire une clientèle de gens peut-être qui voyagent plus, qui sont plus habitués et qui sont peut-être moins peureux. Si ça tombe bien, on va demander le point de vue inverse, là, pour celui des clients. Les agences de voyage ont en face d'eux des gens qui ont peur d'aller en Tunisie, pays arabo-musulman, on va dire, et qui se jettent sur... le mot est peut-être un peu fort, se jettent sur Dubaï, Abu Dhabi. Ça te paraît cohérent ? Non, mais comme l'a dit Elion, effectivement, il y a une sensation de sécurité là-bas. On a l'impression que le pays est totalement maîtrisé, qu'il n'y a pas de risque d'attentat. Du coup, ça rassure les gens, ce qui n'est pas l'impression en Afrique du Nord, avec tous les désastres qu'il y a eu ces derniers temps. Parce qu'ils sont plus compétents pour faire régner la sécurité. Peut-être qu'il y a un semblant de dictature qui organise les choses, qui contrôle, qui surveille. Comme l'a dit Elion, quelqu'un qui commet le moindre chose répréhensible est expulsé du pays.
Donc c'est sûr qu'en faisant un ménage comme ça, on arrive à créer une ambiance de sécurité. En plus, c'est une hôtellerie qui a un peu un côté Disneyland en fait. Hein. Tout est bien organisé, tout est propre, tout est beau. L'océan Indien à Dubaï, c'est vraiment la plage de Disneyland. Hein. Donc les gens sont rassurés. Il y a une offre aérienne pléthorique. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une des clés du succès, non pas du transport aérien arabo-musulman, genre Golfe, compagnie du Golfe, mais est-ce que c'est une clé du succès des destinations en présence là? Bon, je pense qu'il faut un peu scinder les choses. Tout à l'heure, Lyon a rappelé le nombre de touristes qui vont à Dubaï, de 120 000, 5 à 6% d'augmentation. C'est-à-dire rien à l'échelle mondiale. C'est pas grand-chose. Sur Abu Dhabi, je crois qu'on est aux alentours de 50 000, quelque chose comme ça, 50 ou 60 000. Dubaï, sa valeur pour l'aérien, c'est la connectivité internationale. C'est-à-dire le hub de Dubaï, donc Emirates a fondé toute sa politique stratégie sur justement la potentialisation de son hub. Dubaï est le premier aéroport mondial en termes de transit international. 77 millions de passagers. Donc on est loin des 200 000 Français, voire même d'autres. Il y a quand même 11 millions de touristes qui vont à Dubaï. Il y a 11 millions de touristes qui vont à Dubaï. C'est ça le mystère. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Alors le mystère, on peut l'expliquer, effectivement, ça a été rapporté tout à l'heure, à savoir la sécurité. Alors on a employé un mot oui, on pourrait parler de dictature d'une certaine famille, parce qu'en fait, il y a quand même, disons, un contrôle très pyramidal de la sécurité, et rien ne peut se faire sans que le contrôle soit exercé à tous les niveaux, qu'il soit économique, qu'il soit policier, etc., etc. Donc, rattacher l'aérien au développement touristique, oui, si on veut, mais enfin, il faut quand même modérer le jugement et avoir, disons, un concept un peu plus en rapport avec le potentiel touristique. Alors, Dubaï, c'est 42% de balnéaire, c'est les centres commerciaux, ça attire une clientèle à haut potentiel d'achat quand même, c'est-à-dire qu'on va transférer tout ce qui ne veut plus aller en Tunisie ou au Maroc ou dans des pays un peu plus inquiétants vers Dubaï. Il ne faut pas croire cela. Non, bien sûr. C'est clair. Mais alors, pourquoi? Parce que Oman, c'est exactement la même chose que Dubaï. Je veux dire, il y a un positionnement haut de gamme, il y a une sécurité, même chose qu'à Dubaï et à Abu Dhabi, et pourtant Oman ne marche pas. Oui, mais il n'y a pas de diversité en termes d'offres. Il n'y a pas de diversité en termes d'offres. Oman, c'est clair, comme Dubaï, comme Abu Dhabi. Au-delà de l'aspect balnéaire, je rappelle 42% Dubaï et Abu Dhabi beaucoup moins. Et Abu Dhabi est beaucoup plus intéressante finalement à certains égards en termes de découverte. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une histoire. Hein. Je vous renvoie à Henri de Monfray, je vous renvoie à tout cela. Donc il y a des choses qui sont intéressantes quand même à Abu Dhabi. J'en parle avec un peu plus de conviction parce que je connais bien ces points-là. Je les ai pratiqués il y a quelques années quand j'étais encore actif entre guillemets. Un jeune du tourisme. Oui, non, un jeune de l'aérien. Transport aérien. Oui. Alors, j'ai connu Dubaï qui commençait à fleurir avec beaucoup de... Mais Abu Dhabi aussi a gardé une dimension humaine un peu plus prononcée que sur Dubaï. Ça ne veut pas dire que Dubaï n'a pas ses valeurs. Mais qu'est-ce qui reste? Parce qu'il faut quand même avoir une diversité dans l'offre. Et la diversité dans l'offre, Oman, à part le désert que vous avez. Voilà, c'est la question que je pose. Bon, on peut aller dans un hôtel. Il y a le shopping à Dubaï. Est-ce qu'il n'y a pas le shopping à Oman? Non, je parlais d'Oman. Oui. Je parlais d'Oman. Est-ce qu'il n'y a pas le shopping à Oman? Oui, mais Oman, d'abord, il n'y a pas la même capacité hôtelière. Rappelons qu'il y a plus de 700 hôtels quand même à Dubaï. Même, on va atteindre les 800 à la fin de 2016. Si je vous comprends bien, un régime fort et la garantie d'un bon business en tourisme. C'est pas un régime fort, attention, c'est un régime, on va dire fort, mais ce sont des clans, c'est des nomades, c'est un clan familial. Donc il est clair que dans une famille, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait le bazar. Et c'est un peu pour ça qu'il y a une certaine, disons, autodiscipline. Après, c'est l'avantage de la monarchie. Oui, une petite monarchie, parce que c'est quand même un nombre limité.
Maintenant, il faut quand même voir des destinations comme la Tunisie, l'Égypte et un peu malheureusement le Maroc est impacté par ces problèmes. Ce sont des destinations, disons, entrée de gamme. L'Égypte est devenue entrée de gamme alors qu'avant c'était un espace culturel. Aujourd'hui, on fait de Sharm el-Sheikh pour 300 euros, 400 euros maximum, et encore. La destination Dubaï, la destination Abu Dhabi. Abu Dhabi, ok, il y a l'histoire aussi, mais ils ont construit comme le coin Ferrari et d'autres animations où les gens viennent pour voir quelque chose. C'est ça qui change aussi la différence. Mais quand on prend la Tunisie, c'était du produit bas de gamme. Quand on prend Dubaï, quand on va à Abu Dhabi, les gens savent très bien ce qu'ils vont avoir, un bel hôtel, des belles prestations, un service hors qualité. Et c'est ça la différence. Plutôt que d'aller sur une plage au Baléares, Ibiza ou à la rigueur même Saint-Domingue, on va à cet endroit. Oui, le côté spectaculaire en plus de l'offre. Mais alors, il y a un autre, et je vais venir vers toi, il y a un autre parce que vous êtes obligé de jouer avec ça. Il y a quand même un côté paradoxal. C'est que ce sont des pays qui sont particulièrement durs sur l'observance de la religion islamique et qui accueillent des gens et en leur laissant tout à fait une liberté. Dubaï, au contraire de ce qu'on croit, est un pays relativement tolérant au niveau des religions. Il y a des églises, il y a même des églises mormones, chrétiennes. C'est vraiment un émirat qui est plutôt au contraire relativement ouvert, même s'il est musulman. Voilà. Les musulmans durs, a priori. Deuxième chose, il y a moins de pauvreté aussi, qui est souvent... il faut savoir qu'aujourd'hui, pour investir à Dubaï, ce qu'on va appeler les sponsors détiennent 51% du capital de la société. Donc, c'est une manne financière pour les Dubaïens qui est quand même une rente extrêmement importante. Et quand vous êtes un expatrié, vous ne pouvez venir de toute façon à Dubaï que si vous avez un emploi. Vous ne pouvez pas arriver sans emploi en tant que chômeur sur cette destination. Ce qui évite, je dirais, d'avoir une pauvreté comme on l'a dans d'autres pays et donc un terreau pour l'islamisme. Oui, ou pour d'autres violences, on va dire, ou insécurité. On va changer de sujet parce que je vois qu'on a fait à peu près le tour. La qualité de l'offre, la diversité de l'offre, l'accès aérien, on a toutes les recettes clés, la sécurité. Paris n'a qu'à prendre des leçons. Et on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau sujet. À tout de suite. Bonjour, on se retrouve à nouveau avec nos 4 invités de la journée pour aborder cette fois-ci le problème épineux, dramatique, des grèves en France, qui s'accumulent après des périodes d'attentats. Et alors, pour aborder cette question, cette fois-ci, je vais demander quand même à Richard Vinopoulos, le président d'un réseau, ces grèves, est-ce qu'elles ont un impact qu'on peut commencer à chiffrer déjà, pour voir? Le chiffrage, je crois que c'était encore un petit peu tôt pour le dire, mais c'est clair que sur un plan psychologie, au niveau des clients, au niveau des entreprises, toutes les entreprises, ça touche. Il y a les événements climatiques, les événements politiques. On sent qu'il n'y a pas, comment dirais-je, de réaction derrière, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de gouvernement. On a un syndicat, des syndicats comme la CGT et FO, il faut bien les nommer, qui sont totalement archaïques, qui sont de stalinisme, léninisme en rapport de force alors qu'ils ne représentent plus rien. Comme disait Staline avec le pape à l'époque, le gouvernement pape, combien de divisions. Aujourd'hui, il se passe quoi? Les grèves ne sont pas suivies, elles sont suivies par 10 ou 15% de personnes, mais qui bloquent le système. Comme ça ne se met pas en grève, on bloque des raffineries et on pose des problèmes à qui? Aux petits patrons, et on pose des problèmes aux salariés à qui on enlève, comment dirais-je, des journées de salaire. Il est où le problème? Il est psychologique, les gens n'ont plus envie d'acheter, les gens n'ont plus envie de sortir, n'ont plus envie de bouger. Je ne suis pas trop inquiet quand même pour le tourisme parce qu'aujourd'hui le tourisme ne marche plus sur 3 ou 4 mois ou 5 mois mais sur 12 mois et on s'est souvent aperçu qu'en période de crise lourde, pendant une certaine période on n'avait personne et tout d'un coup les gens arrivaient et on arrivait à refaire notre saison. Donc pour l'instant vous n'avez pas aussi bien dans le réceptif que dans l'algoritme, vous n'avez pas de nouvelles alarmantes, aussi bien dans les annulations d'arrivée et les annulations de départ. Sur le moment, aujourd'hui, non. Mais par contre, ce qui va arriver, c'est avec l'euro. Là, il y a, comment dirais-je, un certain nombre de touristes étrangers qui se posent des questions. Alors, il y a ceux qui ont acheté leur package qui ne pourront pas annuler parce qu'ils perdent 100% et les prix de l'euro avec les billets plus l'avion, c'est très très cher. Mais quant au reste, ceux qui venaient simplement en touriste comme ça, là, oui, on risque d'avoir des annulations parce qu'à l'extérieur, on nous prend pour vraiment des rigolos. On va aborder au moins des aspects. Toi,
dans tes commandes, dans tes carnets de commandes, est-ce que tu commences à sentir un impact réel concret de ces grèves? Le mois de mai est traditionnellement un mois plus creux en prise de booking sur le long courrier, sur nos destinations, l'été étant déjà quasiment fait. C'est un mois plus creux. Nous avons été très impactés. Je suis désolé, mais moi je vends une destination qui est Tahiti. Nous sommes aujourd'hui l'un des premiers opérateurs sur cette destination. Depuis 15 jours, nous avons une grève de la compagnie locale, qui est un monopole. Donc nous sommes déjà depuis 15 jours en cellule de crise, à essayer de rebooker nos clients sur notre première destination. La Tahiti, c'est la France, et ils ont les mêmes défauts que la métropole, et du coup ils ont fait les mêmes grèves, et qu'on a déjà depuis 15 jours. Donc une précision, puisque tu parles de ça, rebooking. Est-ce qu'on a quantifié le coût? Parce que là, j'imagine qu'il y a des rebookings à cause de la grève des trains, à cause de la grève des avions, à cause même à la limite de la grève des métros. Pour aller à l'aéroport, tu peux rater ton avion parce que le métro, et si c'est pas le métro, c'est les taxis, il y a les embouteillages, paf. Est-ce qu'il y a un coût là-dessus? Est-ce que c'est chiffré? Aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore chiffré. Nous sommes en train de finir un événement qui était la grève que nous avions en Polynésie, et nous allons rentrer désormais dans un nouvel état qui sont nos clients qui vont rater des préacheminements, qui vont rater des avions, qu'il va falloir rebooker. Nous sommes là tous autour de la table, nous avons le sens du client, c'est important. C'est l'image de marque de notre société qui peut être mise en jeu. J'ai raté mon avion, rebooquez-moi sur un autre avion. C'est pas une image, c'est l'obligation juridique de l'obligation. Donc du coup on les rebook. Donc nous allons avoir des coûts inhérents qui vont être extrêmement importants. Nous faisons face en plus à des législations qui sont différentes entre les différents pays. Nous avons des hôteliers sur certains pays qui me disent mais moi si Air France est en grève ou la SNCF est en grève et que votre client n'est pas arrivé, c'est pas mon problème. Donc c'est 100% de frais, monsieur. Voilà. Et la législation en France va nous empêcher de répercuter ça sur nos clients. Donc il est évident que ces grèves ont un énorme impact financier, un énorme impact humain pour nous, en surcharge de travail, en heures supplémentaires, et pour l'Inbound, quand vous vendez la France et que vous avez la Coupe d'Europe, déjà que la France n'a pas une bonne image, si nous avons des grèves au moment de la Coupe d'Europe en mois de juin, ça va être un cataclysme et ça va durcir les matchs de la France. Jean-Pierre, est-ce que au niveau aérien, vous avez un point de vue qui est un peu plus large, on va dire, c'est pas simplement les arrivées et les sorties loisirs, vous avez aussi le business. Est-ce que dans les compagnies aériennes, on commence à voir l'impact, à sentir le bazar? Parce que rebooking, ça a l'air de rien, mais c'est du désordre général. Ça veut dire des rebookings de chambres, des rebookings d'avions, des rebookings de trains, etc. C'est un vrai désordre. Il y a les conséquences financières de tout cela. Alors je partage en grande partie le point de vue d'Elio. Mais je fais une petite précision. Quand on dit les grèves d'avion, ce ne sont pas les grèves d'avion, ce sont les grèves des contrôleurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça va être les grèves d'avion dans peu de temps. Oui, mais ça touche une compagnie en particulier. Tu as eu Lufthansa qui a coûté cher aussi. Oui, mais on en est aujourd'hui à la 6e et à la veille de la 7e grève en moins de 5 mois. En moins de 5 mois, oui. En moins de 5 énorme, mois. oui. Donc on pourrait dire qu'on vit dans une situation endémique en ce qui concerne la grève des contrôleurs. Et les contrôleurs aériens, on pourra en parler, puisqu'ils réclament plus d'effectifs de ceci, ce qui est une grande fumisterie, de la même manière qu'on essaye de présenter les choses de la façon la plus vendable possible, mais c'est invendable, en disant que les baisses d'effectifs, etc. Le budget de l'aviation civile, en termes de coût de personnel, a augmenté de 8,5% en 3 ans. Donc on va pas de 8,5%. Non, pardon, je dis une bêtise, de 0,5% en 3 ans. C'est-à-dire qu'on est resté relativement flat. Il n'y a pas eu de baisse de coût. Il n'y a pas eu de baisse de coût. Si on avait diminué autant qu'on l'a dit, c'est-à-dire 1000 personnes, ça serait ressenti immédiatement sur le budget. Donc le budget est en augmentation. Donc on ne vient pas nous dire cela. Et pour concernant les contrôleurs, on est dans une espèce de fiction. De dire on n'a plus les moyens, on n'a plus cela. Un contrôleur est engagé à 1400 heures. À 1400 heures par an. Et en fait, il ne fait que 900 à 850 heures. Faites le compte ramené à 46 semaines, on dépasse à peine les 20 heures par semaine.
Voilà la réalité. Donc on ne vient pas nous raconter des histoires en ce qui concerne les contrôleurs. Alors les grèves, bien sûr, ont un impact. Une journée de grève avec une réduction ne serait-ce que de 20% du programme, L'activité. c'est 20 millions. Voilà, c'est 20 millions pour les compagnies aériennes. Alors- Et c'est beaucoup pour tous les opérateurs qui utilisent les compagnies aériennes. Bien sûr, Parce qu'il y, bien a toutes les Justement. conséquences par derrière. Hein. Didier, qu'est-ce que tu as comme remontée des agences de ton réseau? Ah ben moi, je Les suis, gens râlent, les clients, notamment. Ils moi, je râlent, suis qu'est-ce qui très, se passe très, très négatif. La semaine dernière, là, toutes mes équipes m'ont remonté qu'ils ont passé la semaine à rassurer les gens, à les renseigner sur le vol, vont-ils pouvoir rentrer, vont-ils pouvoir partir. En fait, on ne fait pas le vent. On renseigne, c'est un comité de soutien aux avions psychologiques pour les avions qui ne partent pas. Donc c'est complètement dingue. Donc on ne peut pas travailler. Et en plus, le seul organisme qui ne nous oublie pas, qui ne fait pas grève, c'est l'URSSAF. Donc en fait, on fait une T'as remarqué semaine que l'URSSAF fait à, jamais grève. à renseigner pour les clients comment pourront-ils ne pas partir et comment pourront-ils revenir. Et à la fin, on a la note de l'URSSAF pour couronner cette semaine. Donc je trouve qu'on est dans un monde dingue, on marche sur la tête. Et en plus, même les racines même de la grève. La grève, pour moi, c'était un droit légitime pour gérer un conflit avec son employeur. Mais en France, la grève, c'est pas ça. La grève, c'est trois types un peu excités qui d'un seul coup bloquent la France entière. Moi, Alors, je justement. revenais de Rennes l'autre jour, il y avait Justement, trois parlons-en. routiers avec des panneaux CGT, il y avait 30 000 personnes sur l'autoroute à bloquer. Que ce soit minoritaire, etc., c'est un autre problème. Mais en revanche, ce qui est vrai, on est dans un état de droit. Quels sont les moyens, quelles sont les manières, les outils pour réagir, pour s'organiser, pour contourner? On est dans un état de droit, il faut tenir compte de ça. Comment Mais non, on fait mais là, alors tu ne m'as pas laissé finir. Le problème, c'est pas l'état de droit, c'est que chacun doit gérer son conflit avec sa hiérarchie, avec l'administration dont il dépend. Mais moi, j'ai rien à voir avec le problème des routiers. J'ai rien à voir. Donc moi, Comment toi qui n'as rien à voir avec le problème des routiers, comment tu peux réagir? Travailler librement. Je vois pas pourquoi un routier a le droit de m'interdire de travailler. Enfin là, Quel moyen tu as de réagir? Quel Ah ben, moyen? j'en ai aucun, Voilà. puisque c'est l'anarchie, c'est Voilà. Alors, rien est-ce n'est géré, qu'en rien n'est France, piloté. pour réagir à une situation pareille, il existe des moyens? En 2010, Juridiquement, En 2010, le gouvernement avait fait évacuer tous les grévistes qui bloquaient les raffineries. C'est tout. Il faut faire appliquer la loi. À partir du moment où on a le droit de faire grève à partir du moment où ce sont des grévistes de l'intérieur. Alors là, ce ne sont pas des grévistes de l'intérieur, ce sont des grévistes qui viennent de l'extérieur et qui bloquent les entreprises. C'est tout. Donc appliquons la loi telle qu'elle est et puis c'est tout. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. C'est rien, ils sont rien, ils ne représentent rien. Normalement, un syndicat est là pour défendre les salariés. En fait, il ne fait que de la politique et c'est du rapport de force entre le gouvernement et eux, tout simplement pour être la première centrale syndicale de France. Or là, la CGT est en train de tout perdre puisque c'est la CGT qui va prendre le pouvoir bientôt. Et bien tant mieux. attends, assume ton raisonnement. De toute façon, une fois que la CGT aura pris le pouvoir, si on risque de le perdre, elle fera la même chose. Non, parce que la CFDT a toujours été d'abord challenger, jusqu'à présent. Depuis la création de la CGT, la CFDT a toujours été constructive. La CFDT a été pour, a été contre. À un moment donné, sur l'article de El Khomri, ils ont contesté une certaine partie. Ils ont obtenu gain de cause sur la table de négociation. Et puis point barre. Sur l'article 2, qui est le plus embêtant pour les syndicats, c'est qu'à l'époque, il y avait des accords de branches. Les branches n'existaient plus, la métallurgie, l'usine, les machins, tout ça, ça n'existait plus quasiment. Donc il faut, comme disait Didier, il faut que les accords soient internes à l'entreprise. Alors, un Théo, quand tu entends ça, et quand tu vois la situation, qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à tes engagements? Est-ce que tu vas les réduire? Comment tu vas te positionner? Non, on ne va pas réduire nos engagements. Heureusement, nous avons des politiques d'engagement et des politiques à long terme. Et ce sont des phénomènes qui, je l'espère, restent éphémères et à court terme, même si c'est la 7e grève ou la 7e grève en 5 mois. Non, mais par contre, on est effaré. En tant que jeune entrepreneur, moi, j'ai racheté des boîtes en faillite. Je sauve l'emploi, je crée des emplois tous les jours, comme Didier. Voilà, on est là, on crée de l'emploi. On se bagarre, on n'est pas politisé,
mais on est juste effaré par le niveau aujourd'hui des syndicats et par la nocivité vis-à-vis de la restructuration de notre pays. Ça pose des questions, mais vas-y. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que pour quelques syndicalistes tombés dans le CESU, vous avez des millions de gens qui vont dans le privé, qui vont travailler dans des conditions épouvantables, de trains annulés, de bus annulés, la crèche, est-ce qu'elle va être ouverte? Enfin, c'est incroyable. Et c'est eux les victimes. Et alors ça, c'est des victimes silencieuses. Mais moi, je rêve d'aller sur les barricades avec toutes ces victimes silencieuses qui prennent le RER du matin. On ne le mettra pas, hein. Ce sera entre parenthèses. Qui prennent le RER le matin, qui passent à la crèche, qui passent à l'école maternelle, qui arrivent pour travailler 8 heures et ressauter dans le RER qui est en grève, etc. Et c'est incroyable. Alors, et tout ça pour des salaires combien modestes. Ce sera ma dernière question. Il y a des gens qui disent que en ce moment, le gouvernement a une attitude politiquement très engagée. Il laisse filer tous ces machins-là pour que l'exaspération monte et que les cadeaux qu'il donne rapportent le plus en termes électoralistes. Ça, on est dans la politique, mais à un moment donné, il va falloir agir. À la rigueur, puisque les syndicats font grève, nous, les agents de voyage, on devrait faire grève également, mais on devrait faire grève de l'émission. On n'émet plus de billets pour les syndicats. C'est comme nous, les agents de voyage, qui émettons les billets, et bien leurs billets, on les émet plus. Parce que pour faire grève, il faut que les syndicalistes se déplacent à Marseille, à Lyon, au Havre, il faut bien les billets de transport. Et ce sont nous, les agents de voyage, qui émettons les billets. Et bien dans ces cas-là, c'est la SNCF qui donne des trains. Non, pas du tout. Ils ont des comptes dans les agents de voyage. Absolument. Ah bon? Bien sûr. Écoutez, ça n'a pas été le pugilat que j'attendais, mais c'est pas grave. Ils ont quand même été relativement carrés. Vous vous en doutiez. On aborde notre troisième sujet dans... Allez, je vous donne 2 minutes. Nous enchaînons ce déjeuner, ce 12e déjeuner, la table de la quotidienne Avis Sabre, avec un troisième sujet qui, à mon avis, est plus structurant. Il s'agit du rachat de vacances Air Transat, par TUI. Alors évidemment, on pourrait croire que c'est juste une question capitalistique, tout ça. Non, il y a des rapports de force qui vont être déplacés. Il y a aussi des choses qui, sur le plan présence sur le marché, vont être complètement modifiées. Donc, pour ça, je vais demander d'abord à Richard Vénopoulos, qui a l'air vachement ravi d'entamer la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le rapport de force entre production et distribution va être changé? Est-ce que le rapport de force entre producteurs, entre eux, va être changé? Le rapport de force entre producteurs peut se changer, c'est clair. À partir du moment où TUI rachète Vacances Transat, il va racheter des produits comme les clubs et d'autres produits. Il va racheter un certain savoir-faire également du groupe Transat. Donc ça, de ce côté-là, c'est positif et il risque de récupérer des parts de marché par rapport aux concurrents. Par rapport à la distribution, par rapport au réseau de distribution, non, ça ne changera rien parce que je ne pense pas que la part de marché se développera en se doublant ou autrement. Ils arrivent quand même à un gros volume, hein, pas loin de 20%, 21%. Le monde des agents de voyage, sur le papier, sur la réalité, il y a toujours une bien perte. d'accord. Oui. Donc on verra à ce moment-là. Mais vis-à-vis des réseaux de distribution, on a quand même un certain pouvoir d'achat et de vente. On représente tous le monde des agents de voyage, 80% pour les tours opérateurs dans les ventes. Ils ne peuvent pas se passer de nous. Et c'est toujours clair qu'il y aura toujours des négociations. Ce n'est pas une question de rapport de force, encore une fois. C'est une question de bonne distribution. Si le réseau vend très bien les produits, il aura toujours ses avantages. Après, encore une fois, je reviens tout simplement sur le point de dire un tour opérateur qui donne à des réseaux pour qu'il y ait des incentives et autres, je suis pour. Je ne peux pas être contre, c'était clair. Mais je ne suis pas d'accord à partir du moment où ces mêmes tour opérateurs donnent des super commissions à des mini-réseaux de 50, 60 ou 70 points de vente qui peuvent tourner leur politique d'une année vers l'un et de l'autre vers l'autre. Je sais pas, c'est pas lié en permanence, mais il n'a rien entendu les non. Mais c'est un élément capital. C'est des économies qu'ils peuvent faire. Mais entre la distribution vis-à-vis de la grande des tour opérateurs et vis-à-vis des réseaux, pour moi, ça ne changera rien du tout. Alors Didier, t'as rien entendu, mais quel est ton avis malgré tout?
Non, moi je constate qu'avec ces regroupements, on va avoir deux blocs qui vont dominer le marché, hein, Thomas Cook et TUI. Alors après, tout dépend de leur capacité à laisser à chacune des structures son indépendance, son équipe, son ADN, hein, parce que c'est important. Nous qui avons vraiment pris une place, si c'est noyé dans la masse globale TUI, ça va tout gâcher. Marmara a été absorbé. Ça a été le cas de Marmara. Nouvelles frontières, ils ont tout. Donc effectivement, nous on a besoin d'une diversité. On a besoin d'une diversité de l'offre. Par contre, je pense que ces deux grands blocs créent un espace pour tous les théos spécialistes. Parce que eux n'auront pas la capacité à occuper ce marché du théo spécialiste. Tu confirmes ça? De toute façon, le marché français a besoin d'être concentré. Il ne faut pas le nier, qu'on soit producteur ou distributeur. C'est un marché extrêmement explosé. Nous avons des faibles marges. Il y a beaucoup trop d'opérateurs. Personne ne s'en sort réellement. La concentration est inévitable. Voilà. Il est évident que pour des petits opérateurs comme le mien, si c'est ta question, oui, nous voyons ça plutôt d'un bon œil, puisque c'est un grand groupe qui a plein de multimarques, dont certaines de nos marques sont des marques concurrentes à la nôtre. A priori, tout va vers... On l'a vécu au moment de Thomas Cook. Thomas Cook a concentré sa production et s'est heurté quand même au poids de la distribution. Nous sommes un marché où la distribution a le pouvoir. Et il ne faut pas le nier. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du nord de l'Europe, où les producteurs ont le pouvoir. Est-ce que ça va durer? Je ne suis pas aussi convaincu que vous, là. Parce que c'est très bien, ils vont concentrer l'offre. C'est-à-dire qu'ils vont imposer un produit. Ils vont l'imposer aussi bien en termes de disponibilité que d'achat, de capacité d'achat et tout. Non, si tu veux, d'abord, premièrement, on n'est pas dans un marché anglo-saxon où il y a 2 ou 3 ou 4 tours opérateurs. Il y en a 360 en France. La deuxième chose, la distribution. Les tours opérateurs via le CETO, la PST et le SNAV ont toujours voulu que ce soit la distribution, le distributeur, le vendeur qui soit responsable. Grâce à ça, on va le dire, les vendeurs peuvent s'en sortir et les réseaux de distribution peuvent continuer à vendre. Troisième point, cette concentration va permettre d'avoir une force d'achat pour ces grands opérateurs que sont TUI, Thomas Cook, mais également FTI, et très certainement demain, d'ailleurs, qui va peut-être acheter un gros morceau en France. Bon. Eux, ils peuvent acheter des stocks d'avions, ils peuvent acheter des stocks de places à des tarifs réduits, de n'importe quel endroit de France, même la province. Ils peuvent acheter des hôtels à des prix très réduits. Et là, pour la clientèle de masse, c'est très intéressant parce que cette clientèle-là, on peut tirer les prix. Après, il y a une deuxième clientèle, la clientèle qui a un peu plus de moyens et qui passera par des produits spécialisés, comme Austral Lagon, mais également sur des produits sur mesure, comme nous on le fait. Et ça, cette clientèle-là est très intéressante. Et puis, il y aura une quatrième clientèle qu'on laisse complètement de côté, celle qui achètera toujours un prix via Internet et qu'on ne verra jamais dans la profession. Oui, mais de toute façon, rien que ça, c'est 80% des je dirais pas que... Pour nous, en tout cas, le rachat de TUI, de VAT par TUI, devrait nous laisser un petit peu plus de latitude parce que ça a tendance à rigidifier l'ensemble. Voilà. Maintenant, Richard a également raison. Ils ont une vraie force d'achat et ils en ont besoin. Abordons la question sous un autre angle. Le transport aérien, c'est pas le tourisme, mais c'est un fournisseur essentiel du tourisme. C'est la base principale du tourisme. Voilà. C'est 40%, comment dirais-je, du prix d'un voyage. Voilà. Alors, vous êtes fournisseur principal et vous voyez le marché. Mon fournisseur ne me plaît pas beaucoup. Enfin, non, mais si, le transport aérien est fournisseur. Transport aérien est un outil pour nos amis du tour operating de la distribution. Je pense que je ne peux pas avoir le même avis que mes confrères de table, que mes commensaux plus exactement, parce que nous voyons la chose d'une autre façon. Statistiquement, le tour operating, stricto sensu, ça représente à peine 10%, je dis bien 10% des recettes du transport aérien en France. Globalement, que ce soit en France ou ailleurs. 10% en France. 10% je ne veux pas dire que c'est marginal, mais ce n'est pas l'élément essentiel de la stratégie d'une compagnie aérienne en France. C'est un élément important, mais pas essentiel. Alors pourquoi on dit que je vais plus loin. On a une observation quand même qu'on peut faire de l'extérieur, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est le manque de concentration du tour operating qui pourrait faire, parce que les effets de masse critiques sont importants. Quand on voit que 5 tours opérateurs
importants, 5 grands groupes que sont. Je vais mettre Pierre et Vacances à l'écart parce que c'est un peu spécifique. Enfin, Club Med, le nouveau groupe constitué par TUI, Transat. tout ça. Il y a Thomas Cook, il y a Odalis aussi qui vient derrière. Un Espagnol, Oui, bon, d'accord. Tous ces gens-là représentent quasiment 60%. Quasiment 60% de la production en termes de tour operating, on va qualifier d'industriel. Alors derrière, Richard disait 350, il faut un peu minorer tout cela. Il y en a 150 qui dépassent à peine 1 million. 1 million de recettes. Un peu plus que ça quand même. Non, mais Non, j'ai 150. fait le point, Oui, il y a pas- mais déjà dire que- 150 c'est beaucoup trop. Mettons qu'il y en ait Moi, 180. je dirais plutôt autant de 3 millions, mais bon. Oui, mais c'est déjà beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Parce que déjà, on peut se poser la question sur leur rentabilité finale. Bon. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des gens qui soient spécialisés. Il y a des trafics spécialisés, des trafics de niche, pour lesquels il y a une nécessité d'une value for money dans le conseil, dans beaucoup de choses, et qui ne veut pas de l'industriel. C'est ça, parce que les grands groupes, c'est de l'industriel. Et là, on voit ce qui s'est passé avec certains groupes qui, malheureusement, qui sont en train de disparaître, notamment français. Enfin, je ne les citerai pas, mais tout le monde a bien compris. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, à part des aspects un peu particuliers, il n'y a pas eu l'effet de régénérescence par rapport à l'évolution du marché. Ça, c'est un sujet. Alors maintenant, pour les pour une compagnies. agence de voyage, Non, ça, c'est pas pour moi, résister ça. Moi, à ça, pour un tour opérateur, résister à C'est qu'il y a ça. c'est quoi les pistes? Non, mais moi je trouve. Résister à l'encadrement. Pour les indépendants, ces extrêmes concentrations, à mon sens, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est comme on l'évoquait avant au moment des grèves, la SNCF, comme il n'y a que SNCF, dès qu'ils sont en grève, tout se paralyse. Voilà. Quand une petite compagnie de cars fait grève, ça ne pose pas de problème de transport en France. Donc ces concentrations, ça nous rend dépendants. Et du coup, ça fragilise les petits fournisseurs, les petits distributeurs que nous sommes. Qu'est-ce que tu en penses quand même? Je ne suis pas sûr que ça fragilise tant que ça, dans le sens que le groupe TUI va avoir un gros poids en production. Il n'est pas le leader en distribution, il ne sera pas le leader en distribution. Nous avons vu un phénomène équivalent qui était TUI, qui était Thomas Cook, qui lui avait un poids en distribution supérieur à son poids en production. Ça n'a pas marché. Tous les fournisseurs ont réduit leur pôle distribution, c'est clair. Voilà. Donc c'est Bon, sur la pour distribution nous- qu'il y a pour négociation nous, potentielle. Pour moi, alors là, égoïstement, je vais être honnête, je ne suis pas sur le même marché, je ne suis pas sur un marché industriel. Sur un marché industriel, ils ont raison. Il était nécessaire qu'il y ait une concentration pour les stocks et pour mieux acheter, etc. Et pour éviter une anarchie qui était quand même dingue. Et on l'a vu sur certaines destinations comme la République dominicaine, où vous avez 5 opérateurs ou 3 ou 4 opérateurs qui arrivent, qui font des budgets et on se retrouve en surcapacité aérienne et les prix s'écroulent. Il était nécessaire à un moment qu'il y ait une certaine régularisation et la concentration va le permettre. Là, il y a un élément important qu'il faut voir, c'est que le marché a considérablement changé depuis 10 ou 15 ans. À l'époque, encore une fois, on achetait sur 3 mois ou 4 mois dans l'année, c'est-à-dire Noël, février, vacances, etc. Aujourd'hui, on travaille sur 12 mois. Mais en plus, il y a un autre phénomène qui existe depuis 7 ans, c'est-à-dire que les gens achètent en dernière minute. Or, les tours opérateurs, pour eux, c'est un élément capital, ça devient difficile à gérer parce que c'est un stress en disant mais est-ce que mes avions vont partir? Est-ce que mes hôtels vont être remplis? En fait, c'est ce qui se passe. Donc le problème qu'il y a, c'est que pour gérer tout ça, il faut qu'ils aient une maîtrise du marché, il faut qu'ils aient un stock de place, il faut qu'ils soient plus ou moins leaders sur le marché pour pouvoir acheter, maîtriser et proposer à la distribution. Et après, à la rigueur, faire peut-être des propositions commerciales différentes que ce qui existe aujourd'hui et de régulariser un peu le marché en étant moins anarchique. Alors, si vous me permettez, tu voulais rajouter Oui, quelque chose? voilà. Je posais la question de savoir qu'est-ce qu'il en est pour Austral Lagon. Austral Lagon est un petit opérateur de niche. Nous, sur nos axes, nous avons une grosse force d'achat. Aujourd'hui, que TUI et VAT se regroupent, ça ne changera en aucun cas sa force d'achat sur mes axes. Et à la rigueur, ça peut rigidifier ces marques de Donc spécialistes. il faut être un peu plus Donc, stratège, pour un peu nous, plus malin et se égoïstement, positionner. voilà. Je suis pas d'accord. Moi, justement, au contraire, tu évoques une concurrence dure qui crée
une baisse des prix, mais tant mieux pour le consommateur, tant mieux pour C'est pas la le concurrence, distributeur, c'est la puissance qui, d'achat. qui va pouvoir choisir entre plusieurs fournisseurs. Moi, en tant que distributeur, cette compétition me paraît saine, et cette extrême concentration, j'en reviens à ce que je disais en préambule, la concentration des trains, ça donne la SNCF avec sa dictature. Alors, Donc justement, je ne vois pas l'intérêt pour nous, distributeurs ou nous, consommateurs. Il y a un élément important qui n'est pas cité, c'est qu'on voit le plan sur un plan parisien. Quand on est provincial, on ne voit pas la même chose. Parce que quand on appelait Fram à l'époque, Fram avait bloqué quasiment tous les systèmes, tous les plots aériens, et de Toulouse, de Bordeaux, il n'y avait que Fram. De Nantes, que Fram. Aujourd'hui, il y a TUI, il y a Thomas Cook, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Et le fait qu'il y ait des possibilités tarifaires intéressantes pour les agences provinciales, c'est un élément capital. On n'a pas ce problème à Paris. À Paris, on a le choix. En province, on n'a pas ce choix. Et ça, cette histoire de concentration ouvre ces possibilités tarifaires, non pas par rapport à la concurrence qui a été freinée, mais par rapport, encore une fois, à ce pouvoir, à cette possibilité d'achat. Si j'ai bien compris, le problème qu'on vient de poser, il n'est pas le même à Paris, dans les métropoles et en province. Ça n'a rien à voir. C'est le livre de Même Julie, dans La les France périphérique, où les Français qui vivent, 60% de la population, qui vivent en périphérie des grandes métropoles, n'ont pas les mêmes problèmes. Moi, je comprends que Didier ait peur de la concentration, mais on en est très loin. On en est très loin. C'est là où je dis oui, je comprends le raisonnement de Didier. Alors, Et je vais- mais on en est très loin. Et qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait quand même un minimum de concentration. Parce qu'aujourd'hui, on se voit tous nos opérateurs Concentration, perdre de l'argent. moi, me fait penser, et Didier l'a... C'est même pas concentration, c'est consolidation. Exactement. C'est beau ça. C'est beau ça. Non, c'est vrai. Quand on est jésuite, on peut trouver une nuance. Le bilan consolidé aussi, c'est bon. Voilà. Mais Tout faire avec ça. je redonnerai la parole à Didier parce qu'il a parlé de la SNCF, des grèves. On parle de concentration. Concentration laisse supposer l'objectif du monopole. Et quand on a le monopole et qu'on fait une grève, je crois que tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure, que tu as été un peu coupé, pris de court et que tu n'as pas pu... ajoute ton dernier mot là-dessus, sur ce point-là. On va avoir droit aux pneus brûlés de la CGT. Non, parce que on évoque, comme on l'a dit, là, une grève de la CGT, une grève de la SNCF, un mouvement de la CGT. Mais on oublie, et je le redis, on oublie ces centaines de milliers de personnes qui bataillent tous les matins pour venir travailler. Et moi, je partage. Ça a un coût. C'est un coût énorme. Ils prennent leur voiture, ils louent. Enfin, pour arriver au boulot. Et ça, personne parle d'eux, personne pense à eux. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ces gens-là, souvent, qui vivent tous ces écueils, c'est pour un salaire nettement inférieur à celui des 2-3 permanents de la CGT qui ont bloqué le système, qui ont bloqué... Donc moi, je trouve qu'il y a une injustice totale pour les gens qui viennent le matin travailler, qui déposent les enfants à la crèche et qui arrivent qui ont des coûts Oui, mais je multipliés parle par pas d'injustice. En fait, il faut peut-être ramener les choses par rapport à des éléments factuels. Quand j'entends que pratiquement les 2/3, voire les 3/4 des Français approuvent ou demandent le retrait de la loi Connery, est-ce que de ces 3/4, il y en a combien qui l'ont lu? Oui, Et déjà, ça va. Jean-Pierre, combien de la personnes question est posée. Bon, c'est tout. Combien de Elle personnes restera. On attendra la réponse sur le sondage, de combien de la personnes a été, réalité. C'est tout. Bon, 1200 alors personnes. Et qu'on puisse effectivement avoir de la compassion pour tous les gens qui souffrent de Bien ça. sûr, bien je sûr. suis d'accord, bien évidemment. Mais je te dis, il faut être un peu rationnel un peu dans tout, malgré tout. voilà, et surtout, c'est pas comme ça qu'on va régler la question. Avant de vous quitter, malgré tout, puisque nous avons abordé nos 3 sujets, je voudrais malgré tout vous prendre encore un peu de temps et demander à mes invités de se lever pour rendre hommage à un grand professionnel du tourisme. Tu peux pas les caméras pour son C'est pas grave, nous allons sortir du champ, nous ne verrez plus que nos, mais au moins nous nous serons levés. Non, nous restons dans le même champ, il n'y a pas de problème. Je dis à la technique, on aura notre ventre, ça prouvera que nous avons bien déjeuné, mais nous au moins nous nous serons levés
en mémoire de Philippe de Monchy, qui était comme un très grand professionnel et qui nous manquera. S'il vous plaît.